force est de constater que 23 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, nous ne connaissons toujours pas le rôle que la France a joué. Et je pense qu'il serait grand temps qu'on arrête de raconter aux Français ce qu'ils doivent en penser et qu'on leur permette de juger par eux-mêmes. C'est-à-dire d'ouvrir les archives, de faire la lumière sur ce qui s'est passé et d'arrêter dans ce déni permanent d'une réalité à laquelle moi j'ai assisté. Je vais prendre qu'un exemple. J'étais officier détaché dans une unité de la Légion étrangère. Quand nous sommes partis pour cette opération humanitaire, la première partie de l'opération était clairement destinée à remettre au pouvoir le gouvernement génocidaire. Alors, on pourrait dire qu'on n'en avait pas parfaitement conscience, alors qu'en réalité, la DGSE avait largement informé le gouvernement de l'époque. Dans la deuxième partie, quand on a enfin renoncé à remettre au pouvoir ce gouvernement génocidaire, on a juste protégé sa fuite en créant une zone humanitaire. Et non seulement les génocidaires ont pu tranquillement aller se réfugier au Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, mais en plus on les a laissés organiser l'exode de leur population qui a quand même dû faire à peu près 100 000 morts supplémentaires. Et puis alors là, c'est l'épisode à mon avis le plus indéfendable parce que ce n'est pas un sujet de confusion ou de manque de clairvoyance. C'est vraiment, pour moi, ça c'est un sujet de complicité de génocide. On nous a demandé de livrer des armes aux génocidaires dans les camps de réfugiés. Moi, j'ai assisté à une de ces livraisons. C'était la deuxième quinzaine de juillet 1994. En fait, je revenais d'une opération d'extraction qui s'était mal passée. Quand j'arrive sur la base de Siongougou, le commandant adjoint du détachement me demande de détourner l'attention des journalistes parce que, je le cite, un convoi d'armes va partir vers le Zaïre. Je le fais. Je fais ce qu'il m'a demandé parce que je n'ai pas eu le temps de réagir plus que ça. Et le soir, au débriefing, qui est évidemment très, très dur, vous imaginez que dans ces opérations, les débriefs sont nécessairement assez compliqués. Je demande des explications sur ce sujet. Et là, j'entends les commandants du groupement m'expliquer sans y croire qu'en fait, on livre des armes à ces hommes qui ont conduit les massacres parce qu'il faut éviter qu'ils se retournent contre l'armée française. Bon. C'est pas en les réarmant qu'on les rendra moins dangereux, tout ça ne tient absolument pas la route et je comprends à ce moment-là qu'ils ne font qu'exécuter des directives qui viennent du plus haut niveau de l'État. C'est pour ça que la révélation de la revue 21 et les annonces que vous avez faites sur le fait que ces trafics, de toute façon, ils ont été financés, ils ont été tracés, c'est bien la preuve qu'il y a eu un manque total de clairvoyance du gouvernement de cohabitation de l'époque et que maintenant, ils s'enferment dans un déni total plutôt que d'oser expliquer aux Français les décisions qu'ils ont prises à l'époque. Il n'y a qu'un point qui m'ennuie un petit peu dans les mises en accusation, dans les mises en examen, dont on a parlé, c'est que je trouve un peu dommage qu'on s'en prenne à mes compagnons d'armes. Je suis solidaire d'eux parce que de toute façon j'y étais et moi j'ai participé à ces actions. Je pense que eux ont fait ce qu'on attendait d'eux. Même si un officier est forcément responsable des ordres qu'il donne, il faut se rappeler qu'on était dans le cadre d'une politique qui était décidée au plus haut niveau de l'État. Voilà. Oui, donc ce que vous dites, c'est que les militaires sur place n'avaient pas le choix, ils devaient obéir. Écoutez, ce qu'a révélé la revue 21, que même moi j'ignorais, c'est qu'il y a des officiers, beaucoup plus courageux que moi, qui ont rapporté au plus haut niveau de l'état-major français qu'ils étaient contre cette politique et qui ne comprenaient pas pourquoi on nous demandait de livrer des armes aux génocidaires dans des camps de réfugiés. Et c'est là où ce rapport arrive à l'Élysée et où un homme de l'Élysée, HV, sans doute Hubert Védrine, met cette mention terrifiante, appliquer la directive. Vous vous rendez compte ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il y avait une directive de fournir des armes à des génocidaires dans des camps de réfugiés alors qu'on est sous un mandat humanitaire et embargo des armes de l'ONU. Voilà. Guillaume Ancel, puisque vous parlez du pouvoir politique, devant la commission de la Défense le 16 avril 2014, Hubert Védrine, donc ancien secrétaire général de l'Élysée, a reconnu que des livraisons d'armes s'étaient bien poursuivies après le début des massacres, mais tout en disant que ça n'avait rien à voir avec le génocide. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, ce que j'en pense, c'est que c'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre quand on arrive sur un territoire que les gens qui ont du sang jusqu'au cou et qui se vantent des massacres qu'ils ont conduits, on en a eu l'exemple dans les collines de Bicécéro où on a vu les forces gouvernementales qui massacraient la population civile, pour comprendre que les gens qu'on nous demande d'aider sont ceux qui organisent les massacres. Donc, ce qui explique la totale réticence de l'armée française. Et aujourd'hui, on les a mis dans une situation extrêmement délicate parce qu'en gros, pendant 22 ans, ils ont été obligés de couvrir ce secret d'État. Maintenant, c'est délicat de leur demander de raconter la réalité qu'ils n'ont jamais pu dire pendant toutes ces années. Voilà. Donc, je pense qu'il y avait... très clairement, on avait toutes les informations pour changer de politique. Et si ça n'a pas été fait,
ça doit être justifié par des raisons que je ne comprends toujours pas. Guillaume Ancel, la livraison d'armes dont vous avez parlé, livraison d'armes aux génocidaires rwandais, c'était avant ou après l'embargo décrété par l'ONU sur les armes ? Alors écoutez, ça s'est passé dans la deuxième quinzaine de juillet, donc techniquement c'est juste à la fin du génocide. Mais on après est toujours l'embargo. sous embargo. Non, on est toujours sous embargo. Et de toute façon, ce sont les unités qui ont conduit les massacres. Donc, même si le génocide est terminé, génocide qu'on ne reconnaît pas d'ailleurs la France à ce moment-là, on sait que ce sont des massacres de grande ampleur, mais on a tout fait pour parler de génocide beaucoup plus tard. Enfin, on voit bien que les gens qui sont là sont des criminels. Donc, leur livrer des armes est complètement inepte. En 2016, Guillaume Ancel, vous avez publié une lettre ouverte au président de la République et dans cette lettre ouverte, vous réclamiez une véritable ouverture des archives sur le Rwanda. Aujourd'hui, on en est loin ? Clairement, vous savez, c'est assez incroyable. Un chercheur qui a demandé d'accéder à des documents importants, donc suite à l'annonce de cette ouverture, on lui a écrit que les documents étaient ouverts mais non consultables. Alors ça me rappelle une politique qu'on m'a demandé d'appliquer quand ensuite je suis intervenu sur le siège de Sarajevo, que j'ai raconté dans un livre. J'ai reçu l'ordre un jour de riposter sans tirer. Voilà, on est à peu près dans cette même logique totalement irrationnelle. On a fait des trucs indéfendables et on raconte exactement son contraire en espérant que les Français s'en contenteront. Voilà, moi je pense qu'à un moment, il faut accepter que les Français aient le droit d'être seuls juges des interventions qui ont été menées en leur nom.